Vous le savez très bien, la question identitaire est devenue un thème central du débat public international et notamment européen, et son actualité ressort de plusieurs facteurs. Le premier, des effets de la mondialisation, parce que la mondialisation a engendré une nouvelle demande d'appartenance. Tant plus qu'il y a la mondialisation, tout le monde s'interroge. Quelle est mon identité? Quelle est mon appartenance? La deuxième raison, c'est la gravité de la crise récente, la crise financière économique, qui a dévoilé des fragilités dans l'ibérisme, qui, je dois dire, était désormais dépourvu de règles et même de repères éthiques solides. Et la troisième raison, c'est, je dois dire, pour les Européennes, la turbulence des flux d'immigration auxquels l'Europe est appelée à se confronter, sachant qu'elle occupe une position délicate, car l'Europe doit être en mesure d'accueillir l'identité culturelle des autres sans pour autant trahir la sienne. Et donc, permettez-moi de me pencher en particulier sur la question de l'identité européenne, sur la manière dont nous pouvons la décliner au XXIe siècle. À cet égard, j'estime qu'il faut avant tout évoquer les racines de l'Europe. Je peux l'appeler le fil rouge spirituel et culturel qui relie entre eux le Moyen-Âge chrétien, l'humanisme, la Renaissance jusqu'au siècle de Lumière. Et ces racines profondes renferment les valeurs fondatrices de l'Union européenne d'aujourd'hui. Elles retrouvent un écho très intéressant, à mon avis, dans ce concept, je vais le mentionner, de laïcité positive qui a été évoqué à reprises par le président de la République française, M. Sarkozy. Il est d'ailleurs largement reconnu que la laïcité elle-même est le produit d'un parcours. Ce parcours se déroule à partir de ses racines, tout comme ces mêmes racines ont produit les valeurs de la tolérance qui ont été évoquées, du pluralisme, de la liberté de culte et d'expression qui constituent la marque culturelle de nos sociétés. Loin de vouloir établir une hiérarchie entre les différentes cultures et religions, le fait de souligner l'apport des racines spirituelles mais aussi laïques à notre civilisation nous permet de tracer le contour de ce qu'on peut appeler la citoyenneté européenne et aussi de fixer des limites à ce que je peux indiquer comme le relativisme culturel, qui c'est très dangereux. Il s'agit finalement de reconnaître un fait historique qui nous engage, en tant qu'Europe, à rester à jamais les gardiens de la valeur de la personne humaine, de sa dignité, de ses droits. Après avoir achevé le marché unique, l'Europe des marchés, il nous faut une Europe de valeurs, de la politique, une Europe d'un nouveau humanisme, si je peux le dire. Et dans ce sens, si le XXe siècle a été le temps du suffrage universel, de la démocratie, de l'égalité, du progrès, le siècle qui vient de commencer devra être celui de l'affirmation pleine, universelle des droits fondamentaux de la personne. L'Europe a une responsabilité historique et culturelle dans la réalisation de cet objectif à laquelle elle ne saurait se soustraire. Il ne s'agit pourtant pas, si je peux dire, d'imposer en Iran, en Afghanistan, en Birmanie, les droits et la démocratie tels qu'ils sont conçus et confessionnés ici à Paris ou à Rome. Une fois fixées les lignes rouges que personne ne peut franchir, il faut agir par le dialogue et le respect réciproque, afin que ces droits puissent
prendre pied dans les pays qui en sont dépourvus. Et il faut une prise de conscience qu'il faut promouvoir de leur société civile. Et comme Carmelo l'a bien dit, la tolérance mutuelle n'est plus suffisante. Il faut aller au-delà. Il faut compréhension mutuelle et interaction. C'est ça la clé pour aller un peu plus au-delà de la tolérance. Le cadre dans lequel l'Europe est appelée à représenter son identité historique a subi, comme vous le savez très bien, une profonde mutation. Et c'est non seulement parce que l'ordre international est aujourd'hui multipolaire, mais aussi parce que le souvenir des raisons profondes de guerre et de paix dont s'est inspiré le projet européen est en train de s'estomper, alors que l'absence d'un ennemi commun contre lequel il faut se défendre a coupé un lien extérieur qui poussait vers l'intégration et la solidarité au nom de la lutte contre l'ennemi extérieur. Est-il toujours donc possible, en l'absence d'ennemis, de frontières, avec une mémoire historique un peu affaiblie, je dois le dire, est-il possible de développer un sentiment commun d'appartenance civile à l'Union européenne? Et dans l'affirmative, quels seraient ses contenus? C'est ça peut-être la question la plus difficile. Disons immédiatement que ce n'est pas le moment de céder aux tentations euro-pessimistes. La reconnaissance des difficultés auxquelles se heurte l'Europe dans cette phase historique ne doit pas nous pousser à retarder le projet d'en bâtir une nouvelle Europe qui soit plus unie et plus forte. Et si l'objectif d'une union politique demeure une perspective à long terme, et nous le savons, nous tous, des progrès concrets peuvent toutefois être réalisés dans l'immédiat, à court et à moyen terme, pour renforcer cette identité européenne commune. Je dois dire, l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne a mis finalement fin à une longue phase, peut-être trop longue phase constituante, où toujours on parlait des institutions et pas des politiques européennes. Et maintenant, ce débat autour des institutions appelées à représenter l'identité est terminé. L'Union européenne doit maintenant utiliser au mieux le potentiel offert par les nouveaux outils institutionnels dont elle finalement dispose, en commençant, je dois le dire, par le haut représentant et les services pour l'action extérieure, afin de faire entendre sa voix dans la nouvelle définition des équilibres mondiaux, selon ses intérêts et au nom de ses valeurs. L'enjeu est la place qui reviendra à l'Europe dans le nouveau scénario international. L'affirmation de l'identité européenne passe désormais par notre capacité d'exercer un leadership global, par notre volonté de partager des politiques ambitieuses et d'accomplir des choix très, très clairs. Il nous faut aussi, mesdames et messieurs, une Europe beaucoup plus compétitive. C'est très difficile de parler d'identité sans avoir la compétitivité, capable, je dis, de relancer la croissance économique, l'emploi, y compris par cette stratégie récemment relancée ou lancée qu'on appelle vente-vente. Il nous faut, comme l'indique la crise financière de la Grèce, renforcer la gouvernance de l'euro. La zone euro est fondamentale dans ce moment très difficile pour l'Europe et il faut aussi élaborer des formes de coordination politique plus poussées des politiques économiques nationales. Dans ce sens,
la réponse du dernier Conseil européen est un premier pas. Et je dis un premier pas, même si dans la bonne direction.